Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du jardin forêt ou de la forêt comestible. Vous allez voir que c'est une association de différentes strates végétales qu'on va pouvoir concevoir et mettre en œuvre sur un petit, moyen ou grand jardin pour en fait nous offrir de la biodiversité, nous offrir tout un tas de services, que ce soit à la nature ou pour nous les humains. Alors le PowerPoint que je vais vous présenter ici, il a des photos qui sont tirées de ces différents livres tels que par exemple le jardin de Gaïa, la forêt-jardin, vivre avec la terre de la ferme du Bec et Loin, créer un jardin-forêt, le guide de la permaculture, et il y a aussi un autre livre que je conseille, c'est la forêt comestible. Si vous voulez regarder des vidéos, il y a tout un tas de vidéos sur internet, là j'en ai mis deux en exemple, visite d'un jardin-forêt comestible et le jardin-forêt, une alternative à l'agriculture de la chaîne Demos Kratos que j'aime bien aussi. Alors, le jardin-forêt, comme je l'ai dit, j'ai dit 20 fois le mot jardin-forêt, ça je vais le dire plein de fois dans la vidéo. Le jardin-forêt, comme je l'ai dit, il va nous offrir tout un tas de services, tels que par exemple, grâce aux plantes, aux différents végétaux, on va pouvoir avoir de la vannerie, des attaches et des liens, des plantes tinctoriales, des plantes médicinales, des noix et des graines, des fruits, des légumes, des épices, du miel, des piquets et des tuteurs, ou encore de la sève et du bois. On pourra aussi tout à fait mettre des champignons sur des bûches, sur des rondins, implanter des champignons pour créer une production supplémentaire. Si on regarde ce croquis, on voit la différence donc entre la nature sauvage et une culture annuelle et agricole. Il y a tout un tas d'étapes différentes qui nous amènent de la nature sauvage vers la culture où on a le champ qui est à nu. Vous voyez, la nature sauvage, on se rapproche à côté avec la forêt comestible, puis le verger, puis les pâtures et la culture annuelle où le sol il est à nu. Ça demande beaucoup d'énergie pour entretenir tous les ans, pour faire pousser des plantes. On est moins résilient. S'il y a un problème, la résilience, c'est la capacité d'un milieu à trouver une solution face à un problème. Dans une parcelle où la terre est à nu et tout le temps retournée et qu'on met de la monoculture, c'est très peu, voire pas du tout résilient. La diversité, elle est faible. Il n'y a pas d'interconnectivité entre les milieux, c'est assez compliqué. L'entretien est important, ça demande beaucoup de coûts. Et à l'inverse, quand on va vers la nature, si on observe la nature, il n'y a pas besoin d'énergie pour l'entretien. La nature, elle sait s'entretenir d'elle-même. Dans la forêt, il n'y a personne qui va aller passer le motoculteur ou arroser, et pourtant ça pousse. La nature est résiliente. Si on fait confiance à la biodiversité, elle peut trouver des solutions face aux problématiques qui peuvent apparaître dans l'environnement. On a aussi une diversité élevée dans la nature. Et donc la forêt comestible, le jardin-forêt va s'inspirer justement de ce qui se passe dans la nature, de ce qui se passe dans la forêt pour pouvoir utiliser entre guillemets ces atouts. On regarde ici, vous voyez, vous avez le cycle d'évolution d'une parcelle. Si je prends une parcelle qui est à nu, qui a été perturbée, par exemple un champ agricole, si je le laisse à l'abandon, entre guillemets, on va avoir une colonisation par les espèces pionnières. Il va y avoir une succession végétale qui va nous amener vers le climax, vers la forêt en fait. On sait que dans le sol, il y a une banque de données de graines qui fait que les graines, elles poussent quand les conditions leur sont propices. Et du coup, on va avoir une évolution végétale qui va se faire par les plantes pionnières, ensuite des petits arbustes, des ronces, des petits buissons, puis des moyens arbres, des grands arbres qui vont nous emmener petit à petit vers la forêt mature. La nature tend vers la forêt, c'est ce qu'on peut voir lorsqu'on l'observe. Dans un jardin-forêt, du coup, on va prendre en compte ceci, on va observer les différentes strates végétales, par exemple les arbres, les arbustes, les arbrisseaux, les grimpantes, les rampantes, les annuelles, les bisannuelles, les vivaces, etc. Et du coup, comprendre ces différentes plantes et comment elles sont agencées pour, dans notre forêt comestible, s'en inspirer et agencer une grande gamme végétale pour qu'elles puissent nous offrir leurs services. Alors, ça demande quand même de la connaissance végétale, à savoir quels végétaux va à l'ombre ou au soleil, lesquels ont les racines qui vont chercher les nutriments en profondeur ou en surface, lesquels peuvent s'associer ensemble ou non, et pour ainsi recréer des écosystèmes productifs et durables. On voit par exemple, là vous voyez, ça va en forme montante. Sur ce dessin de la forêt nourricière, les grands arbres sont plutôt disposés au nord de la parcelle pour éviter de faire trop d'ombrage sur le côté sud par exemple. Vous avez différents types de végétaux aussi que vous pouvez utiliser dans les différentes strates, vous voyez dans ce slide. Alors, on peut zoomer sur un exemple et on voit que là, tout à fait, il y a été intégré différents végétaux. C'est
plus productif, c'est beaucoup plus productif qu'une monoculture de maïs, d'utiliser juste une seule plante. Là, on utilise la diversité végétale, on réfléchit en 3D, donc on imbrique les végétaux en 3 dimensions, on réfléchit même en 4 dimensions, c'est-à-dire qu'en fait, on rajoute une échelle de temps. On a une réflexion qui se fait dans le temps, et là, vous avez le châtaignier, par exemple, qui produit, la vigne qui peut monter sur un arbre. Les vignes, c'est des plantes de base de sous-bois et qui peuvent monter à 10-20 mètres, hein, et qui vont produire aussi. Ils seront comme ça à l'abri aussi, on le voit dans une des vidéos que je vous ai montré au début, on nous dit que la vigne aussi peut être à l'abri des gelées printanières si elle est en partenariat avec des arbres. En dessous, un peu plus du côté sud, on peut avoir des pommiers qui nous offrent leurs pommes. Et la strate herbacée ou la strate arbustive avec les myrtilles, les hémérocalles qui nous offrent aussi de l'alimentation. La strate racinaire, on le voit avec ses radis blancs. On a un petit patch de jardin-forêt sur cette image. On zoome encore un peu plus, on parle de guildes dans les jardins-forêts, on parle de guildes. Si vous voulez implanter, vous pouvez faire des recherches là-dessus, c'est-à-dire c'est des associations végétales qui fonctionnent ensemble. Vous avez Franck Natier qui travaille beaucoup là-dessus avec la forêt nourricière. Là, on voit un exemple, vous avez l'arbre fruitier qui a été associé avec un fixateur d'azote, et par exemple du lupin. Le lupin, lui, c'est la famille de plantes des légumineuses et fabacées, comme vous connaissez, donc c'est-à-dire qu'ils ont les racines qui s'associent avec des bactéries, les bactéries rhizobium, rhizo de racines, hein, et ces bactéries, elles prennent l'azote de l'air et elles vont contribuer à le mettre dans le sol et en faire de l'engrais naturel pour aider à pousser les végétaux. Pour la pollinisation, pour aider à attirer les insectes, vous voyez là, par exemple, on a des jonquilles ou des narcisses qui vont permettre de contribuer à attirer les pollinisateurs, et ces pollinisateurs aussi qui vont aller sur le fruitier et donc aider à avoir des fruits. La barrière à mauvaises herbes, c'est-à-dire que la nature, elle n'aime pas le vide en fait, donc les mauvaises herbes, plutôt les adventices, les plantes non voulues entre guillemets, parce que une mauvaise herbe, comme disait Ralph Emerson, est une herbe dont on n'a pas découvert les vertus. En fait, chaque plante a des intérêts et des utilités, mais là, on peut choisir d'implanter des végétaux, des vivaces par exemple, pour qu'ils prospectent la terre, qu'ils prennent l'espace, et du coup, les végétaux non voulus entre guillemets auront moins de chances de se développer. On a des guildes qui existent aussi pour les milieux tropicaux. En fait, on a des guildes de plantes qui peuvent servir on a des guildes de plantes, qui sous les différents hémisphères, hein, des plantes qui vont varier. Vous voyez là, du coup, dans cet espace, on peut tout à fait mettre en œuvre des jardins-forêts dans un espace plutôt de type moyen. Ceci va nous offrir tous les services que j'ai dit au début pour l'humain, sans parler des services écosystémiques, tous les services écosystémiques qui sont offerts par la nature via ce biais du jardin-forêt. Mais on peut aussi tout à fait, dans la planification d'un village, dans une zone voulue, définir un grand espace de jardin-forêt. Ceci va pouvoir servir à toute la communauté et c'est intéressant en fait. Voilà, si on est nombreux, on peut tout à fait utiliser l'espace plutôt que d'avoir des espaces, vous savez, sur les abords de ville ou dans les villes. Parfois, on a beaucoup d'espaces de gazon tondu qui ne sont pas forcément utilisés. Au lieu d'avoir ces zones de gazon tondu où on va passer souvent le tracteur, utiliser de l'énergie, utiliser du temps, des moyens humains, on peut aussi développer des jardins-forêts, et donc ça va pouvoir servir à tout le monde, et surtout dans les périodes actuelles, hein, où voilà, il y a de plus en plus de galères à vivre, il y a de plus en plus de misère. Si les gens ils peuvent avoir de la nourriture localement et de la meilleure nourriture que la nourriture bourrée de pesticides et compagnie, c'est quand même un plus, hein. Alors comment on fait pour concevoir ou pour créer un jardin-forêt? Tout d'abord, il faut s'intéresser aux facteurs pédoclimatiques, c'est-à-dire aux facteurs du sol et du climat, entre autres. Mais sur le climat, on a des zones climatiques, des grandes zones climatiques qui nous permettent de voir où on se situe et si les végétaux qu'on va implanter, ils résistent par exemple ou non au froid ou aux chaleurs extrêmes. Il y a bien sûr les microclimats à prendre en compte, tels que par exemple les orientations de pente. Si vous êtes sur la pente nord ou la pente sud, par exemple la pente nord, l'hiver, vous pouvez avoir des zones qui restent tout le temps gelées et ça peut être problématique pour certains végétaux. L'orientation solaire est à prendre en compte aussi, bien sûr, et pour que nos végétaux ils aient le temps d'ensoleillement minimum qui leur permette par exemple de fructifier. Si vous êtes en montagne, les flux d'air peuvent avoir des incidences aussi, par exemple au printemps, les descentes d'air froid qui peuvent faire des gelées tardives, hein, où j'ai des amis maraîchers, ça leur est arrivé malheureusement, il y a l'air froid, un printemps qui est descendu de la montagne, ça leur a fait geler les plantes même dans la serre.
et bien sûr la végétation qui peut faire brise-vent aussi et filtrer et créer des interactions au niveau microclimatique. Voilà, je vous montre ça pour dire que le microclimat, il y a plein de facteurs à prendre en compte aussi qui vont conditionner le choix de notre palette végétale et l'agencement des végétaux sur le site. Au niveau du sol, pour citer quelques exemples, on va s'intéresser par exemple à la texture, à la structure ou encore au pH pour pouvoir une fois de plus faire les bons choix végétaux. Alors je dirais qu'il y a autant de jardins-forêts qu'il y a de permaculteurs parce que en fait on peut toujours choisir des associations végétales. Il y a un grand choix d'associations végétales et d'agencement des végétaux. On va choisir les végétaux, bien sûr, pour les propriétés qui nous intéressent, que ce soit pour la biodiversité, pour les services écosystémiques ou encore pour les services qu'ils peuvent nous offrir, comme je l'ai dit au début. Là, vous voyez un jardin-forêt qui a été implanté en U avec, du côté nord, plutôt les grands arbres pour, bien sûr, éviter d'avoir trop d'ombre, comme je le disais au début. Vous avez des jardins-forêts aussi qui sont orientés est-ouest, où on va utiliser, par exemple, les murs, ou si on a un mur ce mur, il peut capter la chaleur et le restituer, on peut utiliser ses capacités. Un jardin-forêt en bande étroite, un jardin-forêt sous les grands arbres ou encore un très petit jardin-forêt. Vous avez la vidéo aussi du jardin comestible à Moucron, belge, qui nous montre que dans un petit espace, on peut augmenter au maximum la biodiversité. Aussi chez moi, je m'inspire tout à fait de ces techniques. À la maison, il y a 777 mètres carrés, moins l'espace de la maison et un autre petit espace où on met la voiture. Et du coup, voilà, j'ai augmenté la biodiversité. On a augmenté la biodiversité au maximum sur petit espace pour avoir des fleurs, des fruits, des plantes médicinales, des plantes aromatiques et aussi des plantes esthétiques. L'esthétisme, c'est aussi une récolte, c'est la récolte du cœur, ça nous fait aussi du bien intérieurement. Vous voyez sur l'agencement, là, en fait, il y a différentes densités d'arbres qui vont déterminer l'ombre sous-jacente et l'ombre en dessous, et donc ce qui peut être cultivé dans le sous-bois. Plus on va planter dense, plus on va avoir d'ombre aussi, et ça va conditionner ce qui pousse en dessous. Vous avez des exemples de schémas d'implantation sur 5 ans, avec les arbres qui sont installés en tout premier au départ et puis ils vont se développer petit à petit. On voit qu'il y a une bande de terrain ici qui va être paillée, puis plantée d'arbustes et de vivaces herbacées et une autre bande supplémentaire qui sera paillée puis plantée. Le reste de la parcelle progressivement va être paillé aussi et planté, et le jardin, une fois qu'il est totalement implanté, il va évoluer, il va se développer, il va falloir accompagner la succession naturelle végétale, aussi faire, pourquoi pas, des sélections végétales pour prendre pour favoriser en fait certains végétaux ou non, par exemple. Vous voyez là, on a un jardin-forêt qui est implanté dans une pente. Ici, on va plutôt planter parallèlement aux courbes de niveau pour éviter des problèmes par exemple, les courbes de niveau, on va les utiliser aussi avec des baissières. Si on a des problèmes de ruissellement, on peut tout à fait coupler ça avec des baissières pour faire infiltrer l'eau plutôt que l'eau s'échappe hors du terrain. Vous avez un exemple de jardin-forêt ici à la ferme du Bec-et-Loing. La ferme du Bec-et-Loing maintenant qui est internationalement reconnue. Ils ont plusieurs jardins-forêts sur leur site et on voit un exemple d'implantation en photo, c'est ce que je vous montrais juste avant, où vous voyez la première année, ils ont dessiné les formes du jardin avec des bandes étroites et qu'ils ont implanté ensuite avec les fruitiers. On voit les fruitiers qui sont bien tutorés. L'implantation de la mini forêt jardin a été la plantation des arbres et des buissons. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? La troisième étape, ils ont mis des bâches couvre-sol. Et les bâches, elles vont servir à quoi? Couvre-sol ou le paillage. Ils ont pris des bâches biodégradables. C'est pour éviter que les adventices, elles poussent et qu'ils vont implanter les végétaux voulus, les vivaces ou autres. Et ceci va leur permettre de limiter la concurrence au début de l'implantation du jardin. Et on voit 4 mois plus tard, la mini-jardin forêt, elle est déjà dense. La strate herbacée est bien productive et les premiers fruits et baies les premiers légumes apparaissent, et même pour les premiers fruits et baies, il faudra attendre un peu plus. Tout à fait, on peut mettre aussi, je vous ai mis la photo là, des champignons, aussi des bûches
inséminés de spores, hein, comme je le disais au tout début. Vous retrouvez dans les différents livres des plantes que vous pouvez utiliser. Alors en fait, le jardin forêt, vous l'avez compris, c'est pas comme un verger, c'est pas on va faire des alignements de fruitiers bien droits où on produit des fruitiers et de l'herbe. On va vraiment utiliser toutes les strates, on va maximiser au maximum les 3 dimensions, les 4 dimensions même avec l'échelle de temps. On va faire en sorte que toutes les strates soient utilisées et que on puisse avoir chaque végétaux qui nous offre un service à nous ou à la nature. Voilà pour cette vidéo brève. Si vous voulez rajouter des éléments, des choses pour approfondir, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, des liens. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et je vous souhaite belle journée. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.